Patrick Juvet a un jour occupé le centre des pistes de danse européennes, écrivant et interprétant des chansons qui ont défini toute une époque. Sa voix, son image et ses mélodies ont fait de lui un nom connu bien au-delà de la Suisse. Pourtant, lorsque sa vie s'est éteinte discrètement à Barcelone, beaucoup ont été frappés non par la nouvelle elle-même, mais par le peu d'écho qu'elle a suscité. Aujourd'hui, son histoire pose une question dérangeante sur la célébrité, l'argent et ce qu'il reste vraiment lorsque les projecteurs s'éteignent. D'icône internationale à une porte qui ne s'est jamais ouverte. La dernière adresse de Patrick Juvet n'était ni un manoir, ni une villa en bord de mer, ni un symbole de gloire passée. C'était un modeste appartement en location à Barcelone, dans un quartier calme près du parc de la Ciutadella. Lorsqu'il s'y est installé de façon permanente, il s'était déjà retiré de la vie publique. Il ne tournait plus régulièrement, apparaissait rarement à la télévision et s'était peu à peu coupé de l'industrie qu'il avait autrefois célébrée. Des amis et collaborateurs ont reconnu plus tard avoir perdu contact, non à cause de conflits, mais parce que Patrick avait simplement disparu des radars. Dans les jours précédant sa mort, quelque chose semblait anormal. Patrick Juvet avait la réputation de répondre à son téléphone, en particulier aux appels de son manager et ami de longue date, Yann Hidou. Mais soudain, les appels sont restés sans réponse. Les messages se sont accumulés sans retour. L'inquiétude a grandi rapidement. Le 1er avril, lorsque la femme de ménage est arrivée à l'appartement, elle n'a pas pu ouvrir la porte. La clé était restée à l'intérieur de la serrure. Ce détail à lui seul suggérait l'absence de lutte, aucune intrusion, seulement un silence installé sans que personne ne s'en aperçoive. Yann Hidou, appelant depuis la France, a envoyé quelqu'un accompagné d'un serrurier. Lorsque la porte a enfin été ouverte, Patrick Juvet a été retrouvé seul, allongé dans son lit. Il n'y avait aucun mot, aucun signe de violence, aucun indice de panique ou de résistance. Les autorités ont ensuite confirmé qu'il était probablement décédé 2 ou 3 jours plus tôt d'une insuffisance cardiaque. Il souffrait de problèmes cardiaques connus et faisait l'objet d'un suivi médical, mais personne n'était là à la fin. L'appartement, bien que confortable, reflétait la vie d'un homme vivant très en dessous de ce que beaucoup imaginaient être ses moyens. Ce qui a suivi a été tout aussi frappant que la découverte elle-même. Il n'y a pas eu de tempête médiatique immédiate. Pas d'édition spéciale en continu. Pas d'hommages urgents. La presse suisse a brièvement mentionné la disparition. Les médias français ont mis près d'une journée entière à réagir. Et lorsqu'ils l'ont fait, les articles étaient courts, factuels et souvent imprécis. Il n'y a eu ni cérémonie nationale, ni émission spéciale, ni adieu collectif. Beaucoup de spectateurs ont exprimé leur étonnement, non pas qu'il soit mort, mais qu'il soit encore en vie. Cette fin silencieuse contrastait brutalement avec l'homme qu'il avait été. Patrick Juvet avait vendu des millions de disques, écrit des chansons encore diffusées à la radio des décennies plus tard et contribué à façonner le son d'une génération. Pourtant, il est mort seul, dans un appartement loué, sans famille à ses côtés, sans caméra et sans la reconnaissance publique habituellement réservée aux artistes de son envergure. Ce petit appartement barcelonais est devenu le symbole final d'un long retrait de la célébrité. Un lieu sans scandale ni drame, mais marqué par l'absence. Dans la partie suivante, le récit remonte le temps pour comprendre comment un homme qui avait gagné des fortunes grâce à la musique a pu en arriver à un point où même son foyer ne lui appartenait plus. Comment l'argent est arrivé et pourquoi il n'est jamais resté. Pour comprendre comment Patrick Juvet a terminé sa vie dans un appartement loué, il faut revenir aux années où l'argent n'était absolument pas une préoccupation. Au sommet de sa carrière, Juvet n'était pas seulement un chanteur à succès. Il était aussi un auteur-compositeur extrêmement rentable. Il écrivait pour lui-même et pour certaines des plus grandes figures de la chanson française, notamment Claude François. Les droits d'auteur issus de ses compositions l'ont accompagné pendant des décennies, bien après que son image a quitté le devant de la scène. À son apogée,
Patrick Juvet a vendu des dizaines de millions de singles et d'albums à travers l'Europe et au-delà. Ses chansons passaient en boucle à la radio, étaient intégrées à d'innombrables compilations et exploitées au cinéma et à la télévision. Des années plus tard, des titres comme Le lundi au soleil continuaient à générer des revenus réguliers. Juvet reconnaissait lui-même qu'il aurait pu arrêter totalement de travailler et vivre confortablement uniquement grâce à ses droits d'auteur et à sa retraite. Sur le papier, il n'y avait aucune urgence financière. Mais Patrick Juvet n'a jamais considéré l'argent comme quelque chose à préserver. De son propre aveu, il dépensait librement, souvent de manière impulsive, sans véritable stratégie à long terme. Il voyageait sans cesse, vivait entre plusieurs pays et privilégiait les locations de courte durée à la propriété. À plusieurs reprises, des conseillers l'ont encouragé à investir dans l'immobilier plus tôt dans sa carrière, mais il a refusé. Il admettra plus tard regretter ce choix, reconnaissant qu'avec l'argent qu'il avait gagné, il aurait pu posséder plusieurs grandes propriétés sans emprunt. Il justifiait néanmoins son mode de vie en expliquant avoir choisi le plaisir plutôt que l'accumulation, d'autant plus qu'il n'avait ni épouse ni enfant à charge. Lorsqu'il a finalement investi dans l'immobilier, ce fut tardivement. Il a acheté un appartement à Barcelone et a commencé à le rénover, le décrivant avec fierté comme un refuge personnel doté d'une terrasse et de tranquillité. Parallèlement, il évoquait publiquement des projets de construction d'une maison au Brésil qu'il imaginait transformer en lieu de vacances pour des enfants défavorisés. Ses intentions, aussi sincères soient-elles, n'ont jamais été concrétisées sur le plan juridique. Aucun chantier n'a abouti. Aucun terrain n'a été définitivement sécurisé. Et surtout, aucun document officiel n'a garanti que ces projets lui survivraient. Au fil des années, d'autres pressions financières sont apparues. Des proches, puis des enquêtes ultérieures, ont révélé que Juvet avait développé une forte addiction aux jeux d'argent en ligne. Des heures passées devant son ordinateur ont peu à peu vidé ce qu'il restait de ses économies. Ajoutées à des placements risqués, à des contrats non résolus et à l'absence de gestion financière structurée, ces pertes ont entraîné une érosion progressive de sa fortune. Contrairement au scandale public, cet effondrement s'est produit hors champ, sans titres accrocheurs ni procédure judiciaire visible. Au moment de sa mort, la réalité était sans appel. Il ne possédait plus aucun bien immobilier en Suisse. Son chalet, tant aimé, avait été saisi par l'administration fiscale et transféré à une banque. À Barcelone, il n'était plus propriétaire, mais simple locataire. Les actifs restants étaient modestes et sa succession comportait des dettes importantes. Les estimations ont ensuite évalué ses passifs entre 200 000 et 400 000 euros. Et pourtant, alors même que sa richesse personnelle disparaissait, sa musique continuait de rapporter de l'argent. Les droits d'auteur continuaient d'arriver. Les radios diffusaient toujours ses chansons. Les plateformes de streaming poursuivaient leur exploitation. Cette contradiction, un homme qui s'appauvrissait tandis que son catalogue demeurait rentable, allait bientôt compliquer profondément tout ce qui suivrait après sa mort. Dans la partie suivante, cette contradiction devient centrale, lorsque la succession de Patrick Juvet s'ouvre et que son héritage empoisonné révèle qui, au final, a payé le prix de son succès. L'héritage empoisonné que personne ne voulait. La mort de Patrick Juvet n'a pas immédiatement déclenché de bataille judiciaire, de conflits publics, ni même d'intérêt visible de la part d'éventuels héritiers. Elle a au contraire créé un silence inhabituel. Malgré sa notoriété internationale, aucun membre de sa famille ne s'est manifesté pour réclamer sa succession. Il n'y a eu aucune précipitation pour hériter de ce qu'il restait. La raison est apparue clairement lorsque la réalité financière a été mise au jour. Lorsque les autorités et les notaires ont commencé à examiner la succession, ils ont découvert que Patrick Juvet avait laissé bien plus de complications que de biens. Ses dettes étaient importantes, estimées entre 200 000 et 400 000 euros. Ses passifs résultaient de plusieurs années de mauvaise gestion financière, d'obligations impayées et de lourdes pertes liées aux jeux d'argent en ligne.
Pour toute personne envisageant l'héritage, accepter la succession signifiait avant tout accepter ses dettes. Selon les documents révélés par la suite, Patrick Juvet avait effectivement rédigé un testament. Il y désignait 2 bénéficiaires potentiels, une ancienne amie d'enfance et son manager de longue date, Yann Hidou. L'ami d'enfance, aujourd'hui âgé, a choisi de renoncer totalement à l'héritage une fois l'ampleur des dettes connue. La sœur de Patrick, Nancy Cholet, pourtant proche de lui de son vivant, ne figurait pas du tout dans le testament. Elle a organisé sa crémation, mais n'a jamais révélé où ses cendres avaient été déposées, renforçant le sentiment de retrait qui entourait son dernier chapitre. Yann Hidou s'est alors retrouvé seul. Plus qu'un simple manager, Hidou était depuis des années le contact quotidien de Patrick Juvet. Ils se parlaient fréquemment, parfois plusieurs fois par jour. Il avait été témoin du retrait progressif du chanteur de la vie publique et s'inquiétait de plus en plus de son isolement. Lorsque plus personne n'a accepté la succession, Hidou s'est retrouvé face à une décision à la fois juridique et profondément personnelle. En vertu du droit successoral suisse, sous l'autorité d'un notaire du canton de Neuchâtel, Yann Hidou est devenu l'unique héritier. Ce statut s'accompagnait d'une responsabilité totale. Il héritait non seulement des droits sur le catalogue musical de Patrick Juvet, mais aussi du poids financier qui y était attaché. Ce n'était pas un geste symbolique. Accepter la succession signifiait faire face aux créanciers, traduire des documents juridiques dans plusieurs pays et démêler une situation transfrontalière impliquant l'Espagne, la Suisse et la France. Ce qui rendait cet héritage particulièrement complexe, c'était sa nature dvoï. D'un côté, des dettes et des obligations non résolues. De l'autre, un catalogue musical qui continuait de générer des revenus significatifs. Patrick Juvet avait enregistré 185 titres auprès de la Société française de gestion des droits d'auteur. Juste avant la pandémie, ces droits rapportaient en moyenne environ 150 000 € par an. Les bonnes années, notamment lorsque sa musique était utilisée au cinéma ou intégrée à de grandes compilations, ce montant augmentait fortement. L'héritage n'était donc pas dénué de valeur, mais il était loin d'être sain. Yann Hidou n'a pas hérité de propriétés de luxe, de voitures ou de comptes bancaires bien garnis. Il a hérité d'une charge administrative et de la responsabilité de gérer un héritage financièrement vivant, mais structurellement fragile. C'était un cas rare où la célébrité continuait de produire de la valeur longtemps après que l'individu avait perdu le contrôle de sa propre vie. Dans la partie suivante, l'attention se porte sur ce catalogue survivant, les chansons qui continuèrent de rapporter de l'argent, les projets restés bloqués et l'étrange réalité d'un artiste dont l'œuvre perdurait tandis que son nom s'effaçait peu à peu de la mémoire collective. Les chansons qui ont survécu à l'homme. Alors que Patrick Juvet lui-même s'était enfermé dans le silence, sa musique, elle, ne s'est jamais tue. Même après sa mort, ses chansons ont continué de circuler sur les playlists radio, dans les rediffusions télévisées, sur les plateformes de streaming et au sein de compilations nostalgiques. Ce décalage est devenu impossible à ignorer. L'homme avait disparu de la vie publique, mais sa voix revenait sans cesse, détachée du récit de la manière dont sa vie s'était achevée. Le catalogue de Patrick Juvet n'était en rien marginal. Il était conséquent et commercialement éprouvé. Avec 185 œuvres enregistrées, sa musique générait des revenus réguliers année après année. Certaines de ses plus fortes recettes survenaient de façon inattendue lorsque d'anciens titres étaient réutilisés dans des films ou remis à l'honneur dans des projets consacrés au disco. À chaque apparition d'une chanson dans une bande originale de film ou une émission de grande audience, les droits d'auteur bondissaient. Le même schéma se répétait lors des tournées Revival, où le public venait chercher des refrains familiers plutôt que de nouveaux morceaux. Pourtant, malgré cette rentabilité persistante, la carrière posthume de Patrick Juvet s'est presque immédiatement figée. Il n'y a pas eu de campagne d'hommage coordonnée, ni de programme officiel de réédition, ni de grande rétrospective.
Des projets susceptibles de restaurer sa place dans la mémoire collective sont restés bloqués par des incertitudes juridiques. Un coffret intégral a bien été annoncé par un label indépendant avant d'être suspendu en raison de litiges non résolus sur les droits impliquant de grandes maisons de disques. Plusieurs maquettes inachevées ont été retrouvées dans ces archives, mais en l'absence d'accord clair entre ayants droit, elles n'ont pas pu être publiées. Cette paralysie a mis en lumière un problème plus profond. L'œuvre de Patrick Juvet existait sous forme de fragments, dispersés entre différents contrats signés à des étapes distinctes de sa carrière. Certains droits avaient été cédés très tôt, d'autres partagés avec des collaborateurs ou des éditeurs. Avec le temps, le contrôle de son catalogue s'est morcelé, laissant aucune entité réellement en mesure d'agir pleinement. Même après sa disparition, l'industrie musicale n'a pas abordé son héritage comme une responsabilité culturelle, mais comme un actif complexe à négocier. Pour tenter de remettre de l'ordre dans cette situation, Yann Hidou s'est tourné vers un spécialiste de la gestion de carrière posthume. Fabien Lecoeuvre, connu pour superviser les catalogues d'autres chanteurs emblématiques, a été sollicité afin d'évaluer ce qu'il était réellement possible de faire. Des réunions ont été envisagées avec les grands labels détenant une partie des enregistrements de Juvet. L'objectif n'était pas de réinventer, mais de préserver. Empêcher que le catalogue ne sombre dans l'oubli par simple inertie. Pendant ce temps, les fans ont trouvé leur propre façon de lui rendre hommage. En l'absence de tombe publique ou de mémorial officiel, certains se sont rassemblés dans des lieux symboliques liés à son passé. D'autres ont partagé des hommages amateurs en ligne, utilisant ses chansons comme toile de fond. Une simple vidéo réalisée par un fan sur I Love America est devenue, un temps, l'un des rares adieux visibles. Un geste modeste, mais révélateur du vide laissé derrière lui. Ce qui rendait cette situation particulièrement frappante, c'est que la musique de Patrick Juvet continuait de toucher de nouveaux auditeurs. Des DJ remixaient encore ses titres. De jeunes générations découvraient son œuvre sans connaître son destin. Ses chansons vivaient confortablement dans les playlists, privées de leur contexte, détachées de l'homme qui les avait écrites. L'industrie a laissé cette séparation perdurer, peut-être parce qu'il était plus simple de tirer profit de la nostalgie que d'affronter le coût humain qu'elle dissimulait. Dans la partie suivante, le récit se tourne vers ce qui n'a pas existé après sa mort, ni funérailles publiques, ni monuments, ni lieu de recueillement, et vers la manière dont cette absence est devenue le dernier chapitre de la disparition silencieuse de Patrick Juvet. Ni tombe, ni hommage, et un silence accepté par tous. Après la confirmation de la mort de Patrick Juvet, ce qui a suivi n'a pas été la controverse, mais l'absence. Aucune cérémonie publique n'a été annoncée en France, aucun service commémoratif en Suisse, aucune cérémonie officielle pour marquer la disparition d'un homme qui avait autrefois dominé les classements européens. Son corps a été incinéré discrètement, et ses cendres ont été rapatriées en Suisse à la demande de sa famille, sans que le lieu ne soit jamais révélé. Pour les fans, il n'y avait nulle part où aller. Pas de tombe à visiter, pas de plaque, aucun lieu fixe pour se souvenir de lui. Cette absence de rituel n'était pas un hasard. Elle reflétait à quel point Patrick Juvet avait totalement disparu de la mécanique de l'attention publique. Dans les premières heures suivant sa mort, aucune grande chaîne de télévision française n'a interrompu ses programmes. Aucun sujet spécial n'a été diffusé. Les journaux ont fini par publier des articles, mais beaucoup étaient courts, parfois inexacts et rarement approfondis. Le ton était sobre, presque administratif. Pour de nombreux lecteurs, le détail le plus surprenant n'était pas qu'il soit mort, mais qu'il ait encore été en vie. Le contraste était difficile à ignorer. D'autres artistes de la même époque ont bénéficié d'hommages élaborés, de documentaires et de célébrations posthumes. Patrick Juvet, lui, a reçu le silence. Aucune série rétrospective n'est revenue sur sa carrière. Aucune interview de première partie de soirée n'a analysé son influence.
Même les programmes nostalgiques, habituellement prompts à recycler des noms familiers, sont restés muets, comme si l'industrie avait collectivement décidé que son histoire n'était plus utile. Ce silence s'est étendu au-delà des médias. Les institutions qui reconnaissent habituellement les contributions culturelles n'ont pas réagi. Aucun honneur officiel, aucune reconnaissance tardive, aucun geste symbolique pour corriger cet oubli. Son nom est resté absent des cérémonies et des commémorations. Avec le temps, cette absence s'est normalisée. Le manque de réaction est devenu en lui-même une forme de jugement, tacite mais définitive. Pourtant, parmi ses pairs, la réaction a été différente. Certains artistes ont exprimé une tristesse sincère sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Jarre a évoqué un ami marqué par le glamour et la tourmente. D'autres ont rappelé un mélodiste généreux et une présence douce lors des tournées. Mais ces messages, aussi sincères soient-ils, sont restés isolés. Ils ne se sont pas traduits par une action collective ni par un regain d'intérêt. Ils ont rapidement été absorbés par le flot incessant des publications en ligne. Pour les fans, la situation est restée sans résolution. Faute de récits officiels, ils ont dû rassembler des fragments. Certains se sont retrouvés dans des lieux symboliques liés à son passé. D'autres se sont accrochés à de petits gestes, comme un arbre planté des années plus tôt, ou une chanson diffusée tard dans la nuit à la radio. Ces hommages improvisés contrastaient fortement avec l'ampleur de sa célébrité passée. La disparition de Patrick Juvet de la mémoire collective n'a pas été spectaculaire. Elle a été progressive, administrative, presque polie. Il n'a pas été rejeté bruyamment. Il n'a simplement plus été invité. L'industrie qui amplifiait autrefois sa voix ne s'est pas retournée contre lui. Elle est passée à autre chose. Et cette indifférence silencieuse est devenue le cadre final de sa vie et de sa mort. Dans la dernière partie, le récit atteint sa conclusion. Non sous la forme d'une révélation, mais à travers une question simple. Que révèle la fin de Patrick Juvet sur la célébrité, l'argent et le prix payé par les artistes lorsque la musique s'arrête? Ce qui restait lorsque tout le reste avait disparu. Lorsque le bruit s'est enfin éteint, ce qui subsistait de la vie de Patrick Juvet était frappant par sa modestie. Aucune propriété de luxe, aucune richesse visible, aucun fonds personnel soigneusement conservé. Au moment de sa mort, sa valeur nette estimée était modeste, probablement inférieure à 150 000 € une fois les dettes prises en compte. Un chiffre en contraste brutal avec les millions qu'il avait gagnés durant ses années de gloire, lorsque ses disques se vendaient sur plusieurs continents et que ses compositions généraient des revenus considérables. Son dernier logement à Barcelone reflétait cette réalité. Il n'était pas abandonné au sens spectaculaire de la ruine, mais d'une manière plus silencieuse, comme un lieu qui n'appartenait plus à personne une fois la porte refermée pour la dernière fois. C'était un appartement loué, non un bien à transmettre, ni un héritage à protéger. Entre ces murs se trouvaient des effets personnels de faible valeur financière, des fragments d'une existence qui s'était peu à peu rétrécie. Les enquêtes sur d'éventuelles propriétés restantes, y compris un projet de maison supposé au Brésil, n'ont révélé aucune propriété confirmée. Ce qui avait un jour ressemblé à des projets d'avenir s'est dissous dans des dossiers et des questions sans réponse. La véritable valeur de la succession de Patrick Juvet n'était pas matérielle. Elle résidait presque entièrement dans sa musique. Les droits d'auteur continuaient de tomber. Son catalogue restait rentable. Des chansons écrites des décennies plus tôt continuaient de régler des factures, d'éponger des dettes et de justifier la décision difficile prise par Yann Hidou d'accepter l'héritage. D'une certaine manière, la voix de Patrick Juvet continuait de travailler après qu'il ne pouvait plus parler pour lui-même. Mais cette survie avait un prix. L'homme qui avait créé cette valeur n'a pas vécu assez longtemps pour bénéficier de sa pérennité. Ces dernières années ont été marquées par l'isolement, l'addiction et le retrait, et non par la sécurité que son succès aurait dû lui garantir. Le système qui récompense les artistes au sommet de leur carrière offrait peu de protection lorsque la demande ralentissait.
Les contrats restaient, les obligations restaient, mais le soutien disparaissait en silence. L'histoire de Patrick Juvet ne se termine ni par un scandale ni par un mystère. Elle se termine par un déséquilibre. Une vie qui a généré de la richesse sans parvenir à la préserver. Un héritage qui rapporte de l'argent mais peine à préserver la mémoire. Ces chansons continuent de circuler librement, détachées des circonstances de ces dernières années. Elles existent dans un espace culturel où le plaisir ne nécessite pas de compréhension et où la nostalgie pose rarement des questions. Ce qui rend cette fin troublante n'est pas l'absence de tragédie, mais l'absence de réaction. Aucun bilan n'a suivi. Aucune réflexion institutionnelle n'a émergé. Sa disparition est devenue un point de données de plus dans la longue liste des artistes célébrés intensément, puis relâchés dans l'oubli une fois leur valeur commerciale affaiblie. Patrick Juvet a un jour posé une question qui a résonné sur les pistes de danse et les ondes radio. À la fin de sa vie, une autre question planait, silencieuse et sans réponse, dans un appartement fermé loin de chez lui. Lorsque vous entendez aujourd'hui les chansons de Patrick Juvet, pensez-vous à l'homme qui se cache derrière, ou seulement à la mélodie? Si des histoires comme celle-ci vous touchent, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits méconnus de la musique et de la célébrité.